Voilà, alors on a le grand plaisir d'accueillir Cécile Orgery, qui est chercheuse au CNRS en France. Donc, elle a obtenu son diplôme de thèse à l'ENS de Lyon en 2011. Elle a effectué un séjour postdoctoral à l'Université de Melbourne, oui, j'arrive, en Australie. Elle travaille actuellement dans l'équipe Myriad à l'IRISA, à Rennes, qui est un laboratoire français de recherche et d'innovation en sciences et technologies. Voilà, du numérique, bien sûr. Et elle a récemment présenté sa thèse d'habilitation qui s'appelle From Understanding to Greening the Energy Consumption of Distributed Systems. Donc, on est vraiment très heureux d'avoir aujourd'hui. Donc, c'est donc bien une experte en impact sur les dépenses énergétiques. Il y a aussi un grand débat, bien sûr, autour de la 5G et de la 6G. Voilà, Cécile, on te laisse la parole. Est-ce que vous voyez mon écran là, c'est bon? Oui, on voit bien l'écran. Super. Alors du coup, merci pour l'introduction et pour cette invitation. Donc je vais essayer de donner quelques pistes sur les impacts environnementaux et surtout sur les impacts énergétiques. On parlera assez peu des impacts plus généraux dans cette présentation donc de la 5G. Je ne sais pas si vous voulez mettre votre caméra. Ah oui, je peux, tout à fait. Tac, Je vous tac. remercie. J'ai perdu l'interface pour le faire. Maintenant, Ah, c'est là. Hop. Est-ce que vous voyez là? Oui, on vous voit bien, merci. Super, merci. Donc voilà, donc, comme vous le disiez, donc je suis chercheuse au CNRS dans un laboratoire qui se trouve à Rennes et je suis aussi membre du groupement de service du CNRS Eco-Info qui étudie les impacts environnementaux des technologies du numérique. Alors peut-être pour replacer dans le contexte un petit peu global environnemental planétaire, je voulais repartir donc des accords de Paris de 2015, de la COP 21 et qui ont fixé un objectif de 1,5 degré de réchauffement moyen global et 1,5 par rapport au niveau pré-industriel. Donc pour atteindre cet objectif, très rapidement, il va falloir que nous réduisions nos émissions de gaz à effet de serre, qui sont un des principaux facteurs de réchauffement. Il va falloir que nous les réduisions d'environ 8 chaque année, donc par rapport à l'année précédente, entre 2020 et 2030, pour rester donc sous cette courbe des 1,5 degrés. Cette réduction qui est demandée donc de 8 est conséquente, puisque c'est par rapport à l'année précédente et ça veut dire que tous les secteurs vont être concernés par cette réduction et il va falloir réduire absolument l'intégralité des secteurs, y compris le numérique. Actuellement, le numérique n'est pas sur une pente descendante, donc ici je vais essayer de représenter plusieurs choses. Donc la consommation énergétique du numérique dans sa totalité, donc qui est en rouge. Par rapport à l'augmentation du trafic qui est en bleu, l'augmentation du nombre d'équipements qui est en jaune et par rapport à la population mondiale qui est en vert et le nombre d'utilisateurs de l'internet qui est en violet. Donc ce qu'on voit, c'est qu'actuellement, on est plutôt sur une pente qui monte et qui monte beaucoup puisque la consommation énergétique du numérique, la consommation d'énergie donc produit des gaz à effet de serre et cette consommation d'énergie augmente de 9 par an pour le numérique actuellement. Alors que on est à peu près à 45 d'utilisateurs de la population qui n'a pas accès à internet. Donc il y a encore 45 de la population qui n'a pas accès à internet actuellement. Ces tendances, comme on les voit aussi bien en nombre d'équipements qu'en trafic et qu'en consommation énergétique résultante, ces tendances ne sont pas compatibles avec la courbe que j'ai montrée précédemment pour essayer de rester en dessous des 1,5 degrés. Donc ici, très rapidement, je vais aborder le fait que l'informatique et le numérique est vu dans de nombreux autres secteurs comme un moyen privilégié pour effectuer une transition numérique et donc pour essayer d'optimiser la consommation de ces autres secteurs. Malheureusement, en faisant ça, très souvent, on oublie de prendre en compte la consommation énergétique du numérique en lui-même.
Et dans ce cas-là, s'il optimise d'autres secteurs tels que l'agriculture, la santé, et cetera, le transport, il faut prendre en compte l'impact que ça a sur l'utilisation des ressources, du numérique. On ne peut pas se contenter de dire que le numérique va améliorer, les choses dans les autres secteurs. Alors pour, rentrer un petit peu plus dans le sujet de la 5G, donc comme l'a rappelé, l'intervenant précédent, la 5G essaye d'avoir, plusieurs types d'utilisations cibles. Donc des utilisations, qui visent, l'internet des objets massifs, des utilisations qui visent des débits, très importants, des débits en temps réel et puis, des utilisations, donc telles que la vidéo 4K par exemple et puis des utilisations qui sont plus sur des communications fiables pardon, à très faible latence telles que, la télémédecine ou la réalité virtuelle. Donc il y a un nombre d'utilisations qui sont visées par la 5G et on va voir que c'est peut-être pas ce qu'attendent les utilisateurs ou en tout cas ce n'est pas, ce qui est, en cours actuellement. Alors pour, focaliser un petit peu par rapport à la 4G, donc les améliorations prévues, donc ces données sont fournies par l'Arcep, donc un organisme en France qui contrôle notamment les fréquences. Heu et donc les performances attendues, entre la 4G et la 5G, c'est réellement une augmentation du débit, une augmentation du nombre d'objets connectés et aussi, comme on le voit à l'avant-dernière ligne, une plus grande efficacité énergétique. Cette plus grande efficacité énergétique visée, on voit qu'elle est, de l'ordre d'un facteur 100, donc c'est ce qui est, préconisé par l'Arcep et on va voir que pour le moment, on en est encore assez loin, malgré toutes les technologies, qu'on peut mettre en place pour essayer de réduire, enfin améliorer cette efficacité énergétique et donc réduire la consommation, globale. Alors les attendus, donc là, c'est des chiffres que j'ai trouvés chez Ericsson. Donc comme on le disait tout à l'heure, sur le premier graphique en haut à gauche, la 5G est prévue d'avoir un nombre d'utilisateurs, qui va augmenter, au cours du temps et qui va prendre des parts sur les technologies et les générations précédentes. Cependant, elle ne va pas remplacer l'intégralité des générations précédentes et on l'a vu par exemple la 2G reste assez utilisée dans bon nombre d'équipements et donc on a vraiment, comme on le disait tout à l'heure, un empilement des technologies qui fait qu'on ne peut pas décommissionner par exemple l'intégralité des précédentes antennes et donc économiser de l'énergie, sur ce point-là. Alors pourquoi on ne peut pas faire ça? D'un point de vue énergétique, si on décommissionnait l'intégralité des antennes de la 2G, ça reviendrait à rendre obsolescent l'intégralité des équipements qui marchent encore, avec la 2G et donc à forcer leur remplacement. Donc ce ne serait pas non plus une bonne chose d'un point de vue énergétique, de faire ce décommissionnement, global. L'autre point ici, souligné par le graphique, d'en bas, c'est qu'il va y avoir, on attend une augmentation du trafic. Comme à chaque nouvelle apparition d'une nouvelle génération de réseaux mobiles, chaque nouvelle génération promet plus de bandes passantes et du coup, les utilisateurs ont tendance à utiliser de plus en plus cette bande passante et les utilisations, heu, générales ont tendance à exploiter cette bande passante, accrue. Donc par exemple, on estime qu'il y aura, une augmentation ici conséquente du trafic lié à la 5G, sans que ça fasse décroître, le trafic qui est lié à la 2G, 3G, 4G qui va s'atténuer, mais qui ne décroît pas, dans cet exemple-là. Donc comme je disais, ici on voit vraiment l'empilement des technologies et qui va poser problème pour, la facture énergétique, globale. Alors, si on regarde d'un point de vue donc des antennes, et puis après je parlerai d'un point de vue d'utilisateur et des smartphones. Donc là, on va prendre un point de vue plutôt opérateur. Donc les opérateurs et les fournisseurs d'accès à Internet, si on regarde, c'est des données qui sont fournies par Nokia, Nokia Alcatel donc sur, une estimation des coûts énergétiques, des coûts électriques des opérateurs. Donc le graphique de gauche indique que le coût électrique, représente 15 des coûts d'OPEX, des coûts opérationnels, donc monétaires, hein, pour les opérateurs.
Donc 15%, c'est pas négligeable et ça veut dire que d'un point de vue de l'opérateur aussi, il faut économiser l'électricité puisque ça a un coût, conséquent. Alors si on regarde le graphique de droite un petit peu, pour voir comment se répartit cette consommation électrique, eh bien 80% de cette consommation électrique est reportée sur les stations de base, donc les antennes. Et on a 20% qui est pour le cœur, du réseau, dont on parlait également tout à l'heure. Donc vraiment les antennes, c'est la base de la consommation électrique et c'est cette partie-là qu'il va falloir, réduire plus particulièrement pour, espérer avoir une augmentation des consommations électriques qui ne soit pas trop conséquente. Donc on a déjà parlé, dans la précédente présentation des différentes techniques qui permettent, de rendre possible, les augmentations de débit, la fiabilité, la réduction de la latence et certaines de ces techniques permettent aussi des réductions de la consommation énergétique. Donc on l'a vu à travers les antennes MIMO massives par exemple. Je ne vais pas revenir, on a eu une explication aussi du beamforming. La justification d'avoir des cellules plus petites, c'est-à-dire des antennes qui vont couvrir, une zone géographique, plus petite pour pouvoir, eh bien, mieux diriger, la consommation, enfin la transmission du signal puisque, comme on le voit sur le schéma, en haut à droite, dès qu'on commence à s'éloigner en fait d'une antenne, la puissance de transmission, nécessaire pour avoir un débit effectif est très conséquente. Je ne vais pas non plus revenir sur, l'attribution des fréquences, sur le fait qu'on a des bandes de fréquences, plus larges et que ça permet aussi d'économiser de l'énergie parce qu'on va pouvoir faire passer, plus de données, d'un coup. On va parler un petit peu des modes de veille parce qu'on va voir qu'en fait, l'efficacité, énergétique de la 5G repose essentiellement sur 2 points: les modes veille et l'efficacité lorsqu'on est en trafic très chargé. Donc je ne parlerai pas non plus de toutes les autres techniques qui vont permettre d'améliorer, la consommation énergétique plutôt dans le cœur, donc telles que, on l'a entendu tout à l'heure, le network slicing, la virtualisation et cetera. C'est assez compliqué de savoir quelle est la part de consommation énergétique qui sera économisée grâce à ces techniques. Voilà. Donc pour la partie technique, on peut aussi, comme c'est des ondes, en fait, électromagnétiques, qu'on connaît les équations, hein, de transmission et de puissance, des ondes, on peut calculer une efficacité énergétique théorique, en fait, pour tout médium radio. Donc ça, c'est des données que j'ai pris, d'un collègue, qui est en Suède, et qui montrent que finalement, avec des antennes, un nombre d'antennes, qui serait réalisable et des gains théoriques, sur les canaux, on pourrait espérer atteindre des efficacités énergétiques de l'ordre de quelques térabits par joule. Donc c'est énorme et c'est pas du tout ce que l'on observe actuellement, dans les technologies actuelles. Donc par exemple, la 4G, on est plutôt aux alentours de 20 kilobits par joule. Donc ces données ne sont pas très récentes, je n'en ai pas trouvé de plus récentes. Et les projections, pour les antennes 5G, donc on n'a pas la consommation actuelle, hein, des antennes 5G, pour le moment. Donc les projections seraient plutôt autour de l'ordre de 10 mégabits par joule. Donc ça, c'est juste pour montrer qu'on a encore des marges de progression, possibles qui sont, importantes d'un point de vue théorique. Après, comme on va le voir, en pratique, elles ne sont probablement pas réalisables ou du moins pas réalisables partout, tout le temps. Et donc, cette efficacité énergétique pose vraiment problème puisque on va voir qu'en fait, elle varie très fortement avec les conditions dans lesquelles on se place. Alors, si on regarde un petit peu plus précisément comment l'énergie, est consommée, d'un point de vue, des antennes, donc en fait, donc ce sont des données qui sont fournies, ici. En fait, lorsqu'un émetteur, reçoit ou lorsqu'il émet, il va avoir une certaine consommation qui est différente et on va avoir une autre consommation heu, lorsque, lorsque lorsque l'équipement ne fait rien. Donc c'est ce que j'ai noté ici, P idle. Donc lorsque l'équipement ne fait rien, il a une certaine consommation. Donc ça, ce modèle est valable à la fois pour les antennes et pour les récepteurs, les smartphones par exemple, la partie, 5G.
Et c'est valable également pour les autres, moyens de communication, sans fil. Donc on a vraiment une consommation là quand on fait rien, une consommation quand on transmet, une consommation quand on reçoit et des modes veille et on va voir qu'effectivement plus on peut réduire cette consommation en veille, et plus c'est intéressant. Donc c'est ici, ces modes veille, plus on va avoir de trafic faible et plus ils vont être possibles. Cependant, pour se réveiller de ces modes veille, il y a quand même besoin d'un petit temps et puis il y a une petite transition. Et donc du coup, ces modes veille ne vont pas être possibles tout le temps. Ils sont possibles uniquement quand il y a des périodes très, très peu denses. Et donc ça va beaucoup dépendre des applications qu'on va utiliser, sur ces équipements. Alors, si j'essaye de résumer, en fait, la consommation d'un équipement, que ce soit une antenne ou un smartphone, on va avoir une relation qui va être à peu près linéaire en fonction de la charge de cette antenne. Et du coup, j'ai noté là, P statique et P max. P statique, ça va être cette consommation que j'appelais idle, juste avant et qui est aussi appelée statique, dans la littérature. Cette consommation est très élevée et donc les modes veille vont permettre de la réduire lorsqu'il n'y a pas de trafic. Mais lorsqu'il y a du trafic, eh bien, on se trouve à «payer» entre guillemets cette consommation et ça veut dire que, l'efficacité énergétique peut être calculée de plusieurs façons. Du coup, on peut calculer, comme c'est souvent le cas dans la littérature, l'efficacité énergétique, à 100 et donc prendre la consommation maximale sur le débit qu'on obtient, à 100 et en déduire une efficacité énergétique et donc c'est là qu'on va essayer d'avoir le facteur 100 dont je parlais tout à l'heure, avec l'Arcep. Effectivement, ce facteur 100, peut-être qu'on va l'atteindre en théorie sur, la charge maximale. Alors cette charge maximale, comme on va le voir, elle est inatteignable. Elle est inatteignable en pratique pour plusieurs raisons. Donc déjà, les débits, comme vous avez tous pu le constater, les débits, maximales qui sont prédits par chaque, technologie, il y a d'un point de vue applicatif beaucoup de données et les protocoles réseau, rajoutent des données pour, garantir des performances qui font que le débit applicatif est déjà, plus faible et ensuite ce débit, il va être partagé avec plein d'utilisateurs d'un point de vue, du smartphone de l'utilisateur. Donc on va plutôt se trouver, dans des débits en fait réels qui sont, beaucoup moins favorables et en plus, comme on va le voir, l'utilisation, le trafic, lui, n'est souvent pas à 100 C'est-à-dire que si on avait une antenne chargée à 100 on en installerait une autre en fait, ou on utiliserait d'autres fréquences, on l'augmenterait. C'est pas possible en pratique de gérer le trafic, d'une antenne à 100 ça ferait des pertes de paquets pour tous les utilisateurs. Donc on va voir que ce débat autour de l'efficacité énergétique est un petit peu compliqué puisque, ça dépend beaucoup de ce qu'on appelle efficacité énergétique et de comment on la calcule. Est-ce que c'est par rapport à un débit applicatif? Est-ce que c'est par rapport à un débit théorique maximum? Et du coup, quel est l'impact sur la consommation? Où est-ce qu'on se trouve sur cette courbe? Alors ici, donc c'est l'efficacité énergétique en tant que telle, donc en mégabits par joule ici, et les 3 courbes, c'est en fonction de différentes valeurs de consommation statique, donc ce que j'ai appelé ici P statique. Juste pour préciser, ces données donc, devraient être disponibles pour chaque antenne et chaque constructeur et chaque fabricant, mais elles ne le sont pas. Nous n'avons pas accès à ces données-là. Donc en fait, on fait des hypothèses de suivant la valeur, de la consommation statique et ben, quelle est l'efficacité et quelle est la puissance de transmission, que l'on peut optimiser pour avoir la meilleure efficacité. Donc comment, placer les antennes et comment les répartir pour couvrir une zone géographique donnée. Donc c'est avec ces équations qu'on essaye de le faire, d'un point de vue théorique en simulation. Alors, comme je le disais, ça va dépendre beaucoup de l'usage et le trafic, tel qu'on l'observe actuellement, c'est qu'il est, très hétérogène, à la fois dans le temps et dans l'espace. Donc ici, on voit par exemple des données de Nokia, sur un trafic, journalier et on voit qu'il y a des pics et des creux. Donc ça, c'est pour, une antenne donnée et on voit que, à la période, la plus chargée, on est à peu près à 6 du trafic total. Donc là, c'est le trafic total, sur la journée qui est exprimé ici en fonction des heures de la journée. Donc effectivement,
quand on voit ça, on peut se dire qu'effectivement les modes de veille sont pertinents puisque, à certaines périodes de la journée, on va pouvoir, économiser de l'énergie et donc, si je reviens à mon diagramme ici, faire baisser cette consommation statique pendant certains, moments, pendant certaines périodes de creux. Cependant, on a aussi, une problématique géographique, c'est-à-dire que le trafic est, inégalement réparti également dans l'espace. Donc là, toujours sur les mêmes données de Nokia, on voit que 80 du trafic est réparti sur 30 des stations actuellement. Donc ça veut dire que 70 des autres stations, donc des autres antennes, ne traitent que 20 globalement du trafic. Ça veut dire que ces antennes, en fait, il va falloir les équiper différemment. Peut-être qu'elles n'auront pas toutes les mêmes bandes de fréquences pour pouvoir économiser de l'énergie, puisqu'elles n'auront pas besoin, de servir autant d'utilisateurs. Donc il va y avoir une complexité à essayer de savoir où placer les antennes, comment les configurer, quelle bande de fréquence et cetera, quel nombre d'utilisateurs, viser et tout ça, souvent en essayant d'avoir, des performances garanties pour les utilisateurs et donc en, over-provisionnant, en surdimensionnant, ces infrastructures pour être sûr de garantir les performances. Qui, comme on l'a vu, sont assez critiques, hein. C'est un des arguments majeurs de déploiement de la 5G. Alors, ce qu'on ne sait pas ici, sur ce graphique, c'est, quelle est la part d'antennes actuellement saturées. C'est-à-dire qu'un des grands arguments de déploiement de la 5G, c'est le fait que les réseaux actuels, sont saturés, donc il va falloir passer à la nouvelle génération pour notamment augmenter les débits et nous n'avons pas les données, concernant la saturation des réseaux actuels. Alors, si on regarde d'un point de vue un petit peu plus énergétique, maintenant qu'on a parlé des modèles de puissance théorique et de l'utilisation, donc ça, c'est une étude qui a été faite par Huawei et qui est sur des antennes actuelles. Donc, on peut voir ici la consommation d'une antenne 5G, donc avec plus de 10 bandes de fréquences qui sont utilisées, et on voit que ça dépasse les 10 kilowatts, alors qu'une antenne 4G, selon cette étude, donc qui fournit quand même moins de bandes passantes, hein, on est d'accord, elle consomme environ 6,8, 6,9 kilowatts. Donc ça veut dire quand même que par antenne, effectivement, on va être capable de fournir un trafic beaucoup plus conséquent, mais on va consommer aussi, plus par antenne et par site, d'implantation. Donc là, c'est une estimation, pour, un certain nombre de fréquences et s'il y a plus de 10 bandes de fréquences, on pourrait aller jusqu'à, des consommations de 20 kilowatts, donc dans des zones très denses et ce rapport de Huawei indique que dans ce cas-là, il va falloir rétrofiter, les sites existants puisque les capacités, électriques de ces sites d'implantation des antennes ne seront pas suffisantes. Donc il va falloir par exemple augmenter les batteries, donc les batteries qui servent en cas de coupure, électrique. Il va falloir augmenter, les systèmes de climatisation et de refroidissement, hein, puisque ces équipements qui consomment de l'énergie produisent beaucoup de chaleur. Et il va falloir donc revoir l'implantation électrique de ces équipements. Donc suivant la même étude, ils ont essayé d'estimer le coût monétaire de faire ça et ils estiment que, par exemple, à l'échelle de la Chine, il y a 30 des sites, des antennes qui vont être concernés par ce besoin, accru de capacité électrique et comme il y a 2,5 millions de tours, mobiles en Chine, eh bien ça va faire un coût de l'ordre de 2,1 milliards. Donc l'électricité vraiment et l'approvisionnement en électricité est un problème actuellement et on l'a vu dans certaines, communes où, ils essayent de bénéficier davantage, localement et de négocier localement avec les autorités locales pour pouvoir avoir des réductions sur ces coûts, de déploiement qui s'ajoutent en fait, à tous les autres coûts. Dans le même rapport, ils indiquent que du coup, cette augmentation de la consommation par, antenne, même si effectivement, hein, comme je le rappelle, ça va permettre plus de trafic, donc d'un point de vue efficacité énergétique, c'est peut-être mieux, mais d'un point de vue, valeur absolue de la consommation énergétique, ce qui sont 2 choses très différentes, la consommation est prévue pour augmenter.
Donc là, dans ce rapport, ils indiquent que cette consommation énergétique va entraîner une augmentation générale de la consommation et donc ils estiment que de 50 milliards de kilowattheures, on va passer à 100 milliards de kilowattheures lorsque la plupart des sites seront équipés de la 5G et que donc ça va avoir des conséquences en termes d'émissions de carbone qui vont être absolument gigantesques. Donc tout ça pour dire que dans le débat, il faut effectivement bien distinguer la partie efficacité énergétique qui est indéniablement, avec les nouvelles technologies qu'on a vues, hein, qui est améliorée, de la partie consommation pure de l'infrastructure qui, elle, va entraîner une augmentation et on va essayer de comprendre un petit peu plus pourquoi ça va augmenter. Alors si on regarde, tout à l'heure, il y avait une question sur la 4G et la 5G, puisque finalement, puisqu'on a toutes les technologies précédentes, on peut se demander, est-ce qu'il est pertinent de déployer la 5G partout? Est-ce qu'on ne peut pas reposer encore sur la 4G dans certains endroits ou est-ce qu'on ne peut pas avoir des installations hybrides? Et puis, finalement aussi, l'autre question, c'est puisqu'on a des améliorations de l'efficacité énergétique sur la 5G, est-ce qu'on ne peut pas s'en servir sur la 4G? Donc ça, c'est une étude qui a été faite par des collègues d'Ericsson et qui montre donc dans la première colonne la 4G toute seule, la 4G avec une bande de fréquence additionnelle, la 5G toute seule et puis la 4G et la 5G. Donc c'est une étude théorique et on voit la part de consommation statique. Comme on le voit, la part de consommation statique est très importante et la part de consommation dynamique. Donc dans 2 scénarios, un scénario où on demande d'avoir une couverture de à peu près 95 mégabits par seconde par kilomètre carré et un autre scénario encore plus dense de 450 mégabits par seconde par kilomètre carré. Donc c'est la cible et on voit que c'est uniquement, ces 2 cas sont uniquement dans des agglomérations urbaines très denses, hein, qu'on va demander ce genre de trafic. Donc on voit ici que effectivement, si on passe uniquement à la 5G, on va pouvoir réduire la consommation par rapport à la 4G dans cette étude. Et donc cette étude prend en compte les modes veille. Mais là, comme on est dans un cas très dense, voilà, c'est pas très probant. Et alors que dans ce cas-là, si on prend la 4G et la 5G, ça augmente, mais dans un cas où on demande encore plus de trafic, si on prend la 4G et la 5G, ça diminue par rapport à uniquement la 4G actuelle. Alors ce qu'il faut donc il y a plusieurs études qui montrent ça, hein, qui montrent qu'effectivement, si on déploie la 5G, ça peut, dans certains cas, réduire la consommation de puissance et si on utilise la 4G et la 5G, ça peut également réduire la consommation de puissance. La plupart de ces scénarios et tous ceux que j'ai trouvés ne concernent que les scénarios urbains très denses. C'est-à-dire qu'il va falloir se placer dans certaines conditions pour que ce soit vrai. Donc c'est les conditions théoriques encore ici. Alors si on se place d'un point de vue de l'utilisateur, hein, qui est aussi l'autre partie qui va augmenter en termes de consommation énergétique, c'est la partie smartphone. Donc il y a plusieurs études qui ont été réalisées, et donc ici c'est une étude de Qualcomm. Et donc ils ont fait des études, pareil, en comparant 4G et 5G et par exemple, la première étude en haut à gauche montre, si on télécharge sans s'arrêter, sans discontinuité, avec la même capacité de batterie, et bien combien de données on peut, télécharger comme ça, et jusqu'à épuisement de la batterie. Et donc à partir de là, ils ont calculé une efficacité de la batterie en termes de mégabits par unité d'énergie de la batterie. Et donc on voit qu'effectivement, la 5G permet beaucoup plus, un bien plus grand volume de téléchargement pour une même donnée de batterie. Par contre, si on fait des études un petit peu différentes et qu'on regarde, plutôt que le téléchargement, la durée moyenne et puis le trafic moyen, ce qui se passe en moyenne sur un smartphone. Et donc c'est l'étude d'en bas, donc 4G versus 5G et là, c'est le nombre d'heures que la batterie tient, avec une utilisation moyenne. Donc, dans l'utilisation moyenne, ici, il y a par exemple, du temps où il ne se passe rien, du temps où on utilise les technologies précédentes pour faire des appels, par exemple, des appels téléphoniques, du temps où l'écran est actif, etc. Et donc là, on se rend compte sur cette étude qu'une batterie 5G dure à peu près 14 heures, alors qu'une batterie d'un téléphone 4G, donc la même taille de batterie, dure à peu près 31 heures.
Donc là, ça donne un indicateur un petit peu différent par rapport à l'indicateur précédent en termes d'efficacité énergétique. Donc ça, c'était des résultats, en «laboratoire» entre guillemets et on commence à avoir, on est au tout début des premières études réelles avec les déploiements réels de la 5G. Donc là, c'est une étude, qui se passe en Chine, sur un campus où il y a, donc on voit ici en haut à gauche le campus et on voit en rouge les antennes qui sont déployées. Donc il y a 6 antennes qui sont, déployées sur ce campus et on voit donc une étude réalisée par des collègues chinois qui, mesure donc ici sur le schéma en haut à gauche, c'est pour montrer, la couverture donc à l'extérieur et puis ils ont une étude aussi à l'intérieur. Donc la couverture, comme on voit, le problème, c'est les points, roses en fait là, les points, mauves et on voit qu'il y a certains points, du réseau, donc il y a des bâtiments, hein, il faut imaginer, c'est en 3D. On voit que certains points du réseau ne sont pas couverts. Donc les points roses, c'est là où la réception est très, très mauvaise. Et l'autre problème dont on n'a pas parlé encore jusqu'à maintenant, c'est, lorsqu'on rentre à l'intérieur des bâtiments, la forme des ondes de la 5G sur la plupart des fréquences fait que le trafic passe très mal, les ondes ont beaucoup de mal à passer et donc il va y avoir des problèmes intrinsèques à l'intérieur des bâtiments. Donc c'est à prendre en compte aussi dans les applications ciblées, pour la 5G. Donc cette étude est très intéressante, je vais essayer de passer un petit peu vite parce que je suis en train de déborder là dans le temps. Ce que cette étude réelle montre aussi, c'est que, le trafic en fait a pas des niveaux, escomptés. Donc par exemple ici, c'est du trafic, UDP et TCP, donc 2 protocoles de communication qui sont très utilisés actuellement et on voit que pour certaines versions de TCP, les algorithmes ne sont pas adaptés à la 5G et qu'ils ont beaucoup, beaucoup de pertes de paquets. Donc par exemple, une des versions, donc la pire, hein, j'ai pris la pire ici, une des versions de TCP, Vegas, arrive à uniquement 12 d'utilisation, de la bande passante, alors qu'il charge, au plus grand, possible, hein. Donc 12 de la bande passante disponible uniquement donc pour des problèmes de, configuration de ces protocoles qu'il va falloir adapter à la 5G. Et c'est pas seulement les protocoles qui vont devoir être adaptés, donc là, il y a une grosse perte de paquets et donc du coup, il va falloir adapter les équipements et en particulier, avoir plus de buffers et donc plus de consommation énergétique. Donc 12 par rapport à UDP qui atteint 75 donc on est à en dessous de 10 en fait de la bande passante théorique. Donc si je reviens, sur mon schéma ici d'efficacité énergétique, je suis pas du tout à 100 je suis à 10 même quand j'essaye d'émettre à fond et je me trouve pas ici, mais je me trouve, plutôt, plus haut, puisque c'est 10 de trafic, applicatif et qu'en fait, j'en envoie beaucoup plus. J'envoie beaucoup plus de trafic, mais j'ai des pertes de paquets qui font que, eh bien, mon efficacité énergétique, au final, est assez mauvaise. Donc c'est très intéressant d'avoir ce genre de données, puisque c'est des données, entre guillemets, réelles, d'une vraie, infrastructure. Donc ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que c'est les premiers déploiements de la 5G. On n'a pas encore toutes les optimisations promises par la 5G. Cependant, ça donne quand même un aperçu un petit peu des performances qu'on peut atteindre à l'heure actuelle. Alors l'autre point sur lequel je voulais insister, c'est sur, les promesses en termes de débit, de latence, pardon. Donc là, on est en débit et là, on sera en latence. Donc on voit ici, le débit, la latence pardon, et on voit que dès le deuxième hop, donc le premier hop, c'est atteindre l'antenne, le deuxième hop, c'est l'équipement réseau suivant et on voit que dès le deuxième hop, on est déjà à bien plus de 10 millisecondes de round trip time, donc de temps d'aller-retour, alors que pour certaines applications, de la 5G, il faut des délais bien en dessous de ces 10 millisecondes. Ça veut dire que pour toutes ces applications, il va être indispensable de déployer, ce dont on parlait tout à l'heure, tout ce qui est edge computing et donc rapprocher les data centers, de ces antennes 5G. Alors, d'un point de vue énergétique, donc cette étude a également, utilisé des consommations énergétiques donc d'un des premiers smartphones qui exploite la 5G, et qui est un équipement, ZTE Axon. Et du coup, ce qu'on voit ici, donc, on voit, les différentes consommations, donc le système, l'écran, les applications et puis la 4G, la 5G. Donc on voit que la 5G est déjà beaucoup plus gourmande sur le téléphone en lui-même que la 4G, pour ce modèle.
On voit que même dans certaines, configurations, ça devient le module, prédominant en fait, en termes de consommation énergétique, hein. Dans ce cas-là, on est à 55 de l'utilisation au total, de la puissance, alors qu'avant, c'était l'écran qui était le plus consommateur et qui était aux alentours de 30. On voit aussi donc cette efficacité énergétique après laquelle on court, hein, pour essayer de réduire cette, consommation, énergétique globale. On voit que, dans ce cas-là, l'efficacité énergétique en termes d'énergie par bit, est divisée par 4 grâce à la 5G. Divisé par 4, on est encore très, très loin du facteur 100 qu'on attendait. Alors le facteur 100 qu'on attendait, hein, dont je parlais au tout début, qui est demandé par l'Arcep, il est globalement. Là, on est juste sur le smartphone. Mais quand même, on est assez loin de ce qu'on attend. Il va falloir encore faire pas mal d'améliorations pour pouvoir atteindre des efficacités énergétiques, plus intéressantes. Alors l'autre chose, c'est que, bien qu'on court après l'efficacité énergétique, on va être rattrapé par le trafic. Donc ça, c'est pareil, une des premières études sur l'utilisation de la bande passante accrue des utilisateurs. Et on voit, si je prends par exemple le cas de l'Allemagne, entre les utilisateurs, les nouveaux utilisateurs 5G, ils consomment 2,7 fois plus de données que les anciens, les actuels utilisateurs 4G. Alors, il y a un petit biais en général dans ce genre d'études, puisque les premiers utilisateurs à passer à une nouvelle technologie sont souvent les plus gourmands. Mais cependant, quand même, on voit qu'il y a une tendance forcément à l'accroissement du volume de données, du fait de bandes passantes plus grandes. Et du coup, ces gains énergétiques qu'on voyait juste avant, en termes d'efficacité énergétique, on a peur qu'ils soient complètement gommés par cet accroissement de la consommation de données globale. Alors si, donc là on a regardé d'un point de vue smartphone, on a regardé d'un point de vue opérateur avant, et si on regarde d'un point de vue cloud, de l'infrastructure de l'internet général, est-ce que ça va avoir un impact? Eh bien oui, hein, comme on le disait, si on optimise la partie radio ici, la partie accès, et si on veut garantir les applications qui sont promises par la 5G, il va falloir rapprocher tous ces clouds qui sont potentiellement assez distants, il va falloir les rapprocher des utilisateurs. Il va falloir, garantir que les connexions, sont optimisées entre les 2 et qu'on va pouvoir, grâce au network slicing, isoler et garantir des performances de bout en bout. Et ça a un coût. Ça a un coût en termes de data center, puisque ça veut dire, si on les répartit géographiquement au plus près des utilisateurs, ça va dire que géographiquement, ils vont être plus éparpillés, et donc l'éparpillement, permet moins d'optimisation, donc il va y en avoir plus. On est déjà sur une pente, montante dans la plupart des études de la consommation énergétique mondiale des data centers. Donc je ne vais pas m'attarder ici, ce que je veux juste souligner, c'est qu'on est déjà sur une pente montante et qu'ici, on est en train de dire qu'avec le déploiement de la 5G, pour garantir les performances, il va falloir encore augmenter ce nombre de data centers. Il va falloir aussi augmenter la partie, réseau de cœur, hein, comme on l'a vu, puisque plus de bandes passantes, plus de données, ça veut dire plus de traitements, plus de volume qui transitent. Et Anne-Cécile, oui, il reste plus tellement de temps. Si ouais, je vais conclure. quelques minutes, oui. Tout Merci. à fait, merci. Merci beaucoup. Du coup, effectivement, ça a un impact, qu'on a encore du mal à mesurer sur les infrastructures, de l'internet, aussi bien les data centers que le reste du réseau. Alors, si on regarde un petit peu plus globalement, donc je vous ai dit, hein, là, on a parlé essentiellement d'énergie. Je voulais juste faire un focus, très léger, hein, j'ai plus que 2 slides, sur, tous les autres impacts et l'impact en particulier en termes de CO2 et l'impact des équipements des utilisateurs. Donc là, j'ai pris des données, fournies par Apple sur l'iPhone 10 et qui montrent que, si on garde son smartphone 3 ans, donc ce qui est déjà supérieur à la durée moyenne, en première main des smartphones actuellement, l'impact de la production en termes de bilan carbone est de 80 alors que l'utilisation est de 17. Donc ça veut dire que, cette nouvelle génération qui va demander, à ce qu'on renouvelle les smartphones, hein, puisque, les smartphones actuels ne parlent pas, ceux qu'on a dans nos poches ne parlent pas encore 5G, donc il va falloir, qu'on les renouvelle. Ça va avoir un impact très important en termes d'émissions de CO2, puisque la phase de fabrication est réellement la plus impactante pour la plupart des petits objets connectés, dont les smartphones et les objets plus gros également.
Alors là, je n'ai pas parlé que d'impact CO2 et que d'énergie, mais d'autres études, donc ça c'est une étude de Samsung par exemple, montrent que les impacts sont également très conséquents, donc ce qu'ils appellent pré-manufacturing et manufacturing, donc c'est le bleu et orange, c'est toute la phase de fabrication. Les impacts sont très conséquents également sur d'autres indicateurs environnementaux tels que l'acidification ou la déplétion de la couche d'ozone. Donc il y a vraiment des impacts multiples, et je vais pas avoir le temps de rentrer dans les détails ici, mais des impacts multiples, et le fait d'avoir une nouvelle génération qui va pas, comme on l'a vu, hein, dans l'exposé précédent, elle va pas arriver d'un coup. C'est-à-dire que les premiers smartphones vont pas être capables d'avoir toutes les fonctionnalités de la 5G. Donc ça veut dire que ça va être progressif. On va avoir des téléphones entre guillemets 5G et moins, et puis des 5G un peu plus, et puis un 5G++, etc. Et donc il va y avoir tout un phénomène de renouvellement du parc des smartphones qui va avoir des conséquences assez importantes en termes d'environnement. Alors du coup, on peut vraiment se poser la question, hein, donc là j'ai essayé de montrer une courbe globale. À chaque nouvelle génération, comme je le disais, on prend une petite bosse puisqu'on a, tout ce cycle de vie qui est à prendre en compte, tous ces impacts, et du coup la 5G, ne semble pas déroger à la règle, hein, et sauf que si on veut rester dans ces 1,5 degrés d'objectif, eh bien il faut vraiment qu'on infléchisse cette courbe, et comme je disais, là, la pente est mal faite, hein. Il nous faut moins 8% par an d'émissions de CO2 si on veut rester dans cet objectif de 1,5 degrés. Donc pour le moment, j'ai essayé de brosser quelques directions, mais il nous manque encore pas mal de données pour comprendre réellement si la 5G va apporter des améliorations en termes d'efficacité énergétique notamment, puisqu'il y a plein de données auxquelles on n'a pas accès, telles que la consommation des antennes, la consommation des opérateurs, le trafic réel et notamment la saturation actuelle des réseaux, qui est avancée dans plusieurs papiers, mais dont on n'a pas les chiffres, combien d'antennes sont concernées, quelles zones, etc. Et finalement aussi le besoin des utilisateurs. Donc on parle beaucoup des besoins affichés par la 5G, mais quels sont-ils réellement? Est-ce que nous, en tant qu'utilisateurs, nous avons ces besoins-là? Et ça, c'est des questions beaucoup plus larges sur lesquelles il faut s'interroger à l'échelle d'une société sur les usages et questionner ces usages. Donc juste pour conclure, hein, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que l'efficacité énergétique, la consommation énergétique annoncée par la 5G repose essentiellement donc, sur les modes veille et sur l'efficacité affichée à 100% d'utilisation, donc dans des scénarios très denses, ce qui ne va pas être le cas globalement. Et donc du coup, on peut vraiment s'interroger sur ces aspects énergétiques de la 5G. Voilà, désolée d'avoir dérivé dans le temps. Un grand merci pour cet exposé, très clair et très intéressant. On est un peu en retard, mais c'est pas grave. Il y a un micro. Voilà, alors on va peut-être prendre une ou deux questions. Oui, j'ai essayé de suivre le chat en même temps, mais c'était pas facile. Tu as une question? Je vais le résumer. Ok. Alors, Edwin, tu as résumé un petit peu les quelques questions? Oui, en fait, il y a Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend là? Oui. Ok. Donc, il y a une série de questions qui ont été posées durant votre exposé. Petit à petit, vous y avez répondu avec les derniers. Donc, en fait, il semble que la consommation d'énergie au niveau de l'utilisation, ce n'est vraiment qu'une partie par rapport à la production de nouveaux équipements, comme vous l'avez montré. Et donc, ce serait important peut-être d'être plus fort sur cette idée-là, je crois, de communiquer davantage là-dessus. Et ça met aussi en évidence ce qu'on a discuté hier, c'est-à-dire l'effet rebond, les nouvelles applications qui vont être créées, et inversement la notion de sobriété énergétique. Autrement dit, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait des applications qui diminuent? Quelqu'un disait dans le chat des vidéoconférences qui remplaceraient des voyages internationaux, par exemple. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait des choses qui diminuent? Mais on peut peut-être résumer tout cet ensemble de choses par rapport à la question du Green Deal européen et demander, parce que quelqu'un pose la question, est-ce que vous auriez l'une ou l'autre recommandation pour des priorités dans le cadre du Green Deal qui à la fois prône le numérique,
enfin, c'est-à-dire le grand programme actuel européen prône une augmentation du numérique, mais aussi une diminution des gaz à effet de serre. Est-ce que vous pourriez juste résumer en une ou deux priorités de votre point de vue par rapport aux enjeux que vous avez décrits? Alors du coup, ouais, je vais reprendre un petit peu les questions dans l'ordre. Donc il y avait cette question de faire plus le focus sur l'impact des terminaux et du cycle de vie. Alors je suis partie plutôt dans en fait de ce qu'on entend dans le débat public, hein, et le débat public s'est beaucoup cristallisé sur cette notion d'efficacité énergétique. Et donc je voulais donner quelques clés pour essayer de comprendre où se situent les divergences d'opinion. Mais effectivement, à mon sens, l'impact bien plus important sera sur tout ce qu'on vient de dire, hein, le renouvellement des équipements, le cycle de vie très peu favorable actuellement des équipements numériques, et donc il va y avoir un gros impact là-dessus. Sur les effets rebonds, effectivement, hein, comme on voyait, l'augmentation de l'utilisation et du nombre du volume de données par utilisateur. Alors, est-ce qu'on peut le qualifier effectivement d'effet rebond? C'est toujours un petit peu compliqué, hein, de qualifier et de quantifier l'effet rebond en tant que tel, donc les effets indirects. Sauf que là, donc, on voit quand même qu'il y a une augmentation. Est-ce qu'elle est due à un effet rebond ou pas? C'est plus questionnable, mais effectivement, on le voit à l'apparition de chaque nouvelle génération, il y a une augmentation. Un des grands arguments pour dire que cette augmentation fait par ailleurs diminuer la consommation d'énergie, c'est ce que j'ai essayé de dire très brièvement au début, c'est le fait que l'informatique est utilisée pour optimiser d'autres choses. Donc, vous avez parlé par exemple de la visioconférence, optimiser les transports, etc. Il y a très peu d'études qui mettent en avant et qui montrent cette diminution de la consommation énergétique globale. C'est-à-dire que, comme je disais, souvent on rajoute un système informatique, donc c'est ce qu'on entend dans tous les systèmes smart, hein, smart building, smart city, smart grid, etc. On rajoute un système informatique pour optimiser un autre système qui est complexe, hein, et grâce à des technologies et la science informatique en elle-même, hein, les algorithmes, les optimisations, l'intelligence artificielle, tout ce qu'on peut imaginer, on optimise effectivement souvent la consommation du système sous-jacent, sauf qu'on ne se pose pas la question de quelle a été la consommation induite sur la partie informatique. Et pour moi, si on voulait faire une vraie étude de périmètre global, il faudrait prendre en compte cette consommation globale. Et sur le cas de l'effet rebond, en particulier lié à la visioconférence, donc là on est dans un contexte sanitaire très particulier, mais il y a des études antérieures à ce contexte sanitaire qui font état d'effets rebonds sur l'utilisation du télétravail et de la visioconférence, par exemple, et qui montrent que du coup, il y a des reports de consommation, comme on peut l'avoir lorsqu'on éteint, par exemple, le chauffage pour économiser en période de pic, on va avoir un report de la consommation après. Et donc des phénomènes sociétaux et psychologiques qui sont un petit peu complexes à mettre en évidence et qui vont entraîner des reports de consommation. Sur la dernière partie, donc le Green Deal, je pense que ce qu'il faut bien rappeler de manière globale, c'est que à l'échelle planétaire, il n'y a que la transition énergétique qui est nécessaire, qui est indispensable. C'est ce que j'ai essayé de montrer sur le premier slide, hein. On est vraiment dans une urgence ici qui fait que cette transition est nécessaire. Et du coup, la transition numérique, oui, probablement enfin, ce qu'on appelle la transition énergétique numérique, probablement qu'elle entraîne une création d'emplois, etc. Il y a des aspects économiques très forts, mais l'urgence, pour moi, elle est là. Et c'est un avis très personnel sur cette question. Alors, je vois que j'ai une question sur la régulation des usages. Oui, peut-être juste répondre à celle-là. Après, on va faire la pause et pour Bien continuer sûr. le programme. Merci. Donc sur la régulation des usages, c'est assez difficile dans l'économie de marché dans laquelle on est actuellement, en fait. Je n'aurais pas de réponse plus précise.